Et salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui je vais tester pour vous un produit d'entrée de gamme qui s'appelle le Nefos X1 Lite, qui m'a été envoyé par la marque TP-Link. En préambule, et je tenais à le mentionner parce que c'est extrêmement important et légalement obligatoire, je le rappelle, ce test est sponsorisé par TP-Link. Ça signifie pas que ce produit va bénéficier d'un traitement de faveur, je vous laisserai d'ailleurs juger de la qualité du test. Par contre, ça signifie que ce produit que je n'avais pas prévu de tester, eh bien, sera testé par mes soins. Voilà, c'est simple. Et maintenant on y va. Alors pour ce produit, c'est un contexte un peu intéressant, parce que TP-Link essaye de faire un petit peu comme Huawei l'a fait il y a quelques années. Rappelez-vous, à l'époque, Huawei, c'était uniquement une marque connue pour ses routeurs, pour son matériel un petit peu réseau, et vachement B2B aussi. Et maintenant, tout le monde connaît Huawei, et je pense que la plupart des gens à qui vous parlez de Huawei vont dire « bah oui, c'est des smartphones ». Mais il y a quelques années, c'était pas du tout ça, et d'ailleurs, même moi, à l'époque, je me suis dit « mais ils arriveront jamais ». Et pourtant, ils sont très bien placés en ce moment. TP-Link essaye de faire la même chose, parce que TP-Link est connu pour d'autres produits. Si vous regardez sur leur site internet, vous avez les smartphones dans un coin, mais tout le reste, en effet, c'est du réseau, c'est des routeurs, des switches, etc. etc. J'ai pas regardé complètement tout ce qu'il y avait, mais c'est surtout connu pour ce genre de produit. À quel point c'est facile de passer de ce type de produit au smartphone et à travailler sur l'image, eh bien, c'est ce que TP-Link essaye de faire en ayant créé d'ailleurs cette marque qui s'appelle Nefos, qui est la marque de smartphone de TP-Link. Le produit que je teste aujourd'hui, c'est un produit qui appartient à la série X, et c'est le X1 Lite, qui en fait est une déclinaison, on va dire, légère du X1, qui lui-même a été décliné dans une version au-dessus qui s'appelle le Max. Alors quand je dis déclinaison légère, ça veut dire aussi petit tarif, c'est un produit qui coûte environ 130 € si vous le cherchez par exemple sur Amazon. Allez rapidement sur les spécifications, et j'ai tout noté comme d'habitude. On a un écran de 5 pouces qui est HD IPS, un appareil photo à l'arrière de 13 mégapixels, 5 à l'avant, c'est un appareil qui est dual SIM en nano, il tourne sur du MTK MT6750, on a 2 Go de RAM, 16 Go sur le papier de mémoire interne, et je vous dirai combien vous avez dans les faits. Vous pouvez mettre une micro SD et il bénéficie de 2550 mAh. Dans la boîte, vous avez bien sûr le smartphone, vous avez une protection d'écran, ce qui est plutôt pas mal, un peu de lecture, le bloc secteur, le câble USB, micro USB et les écouteurs. Ouais, c'est ça, les écouteurs. Vous l'avez compris donc, c'est pas un produit qui tourne en USB de type C, c'est un produit en micro USB. Bon, on va passer au design. Ok, on va maintenant se pencher sur le design. Le X1 Lite, c'est un produit avec un design, on va dire, plutôt classique, hein, comme vous pouvez le voir. On a quelque chose qui donne un rendu donc alu mat. Dans les faits, je suis pas vraiment sûr parce que le TP-Link communique pas trop sur quel type de matériau est utilisé. En grattant un peu, en frottant avec des objets métalliques, j'ai vraiment le sentiment que c'est du plastique. Après, peut-être que j'ai tort, mais ça me semble en tout cas un rendu assez plastique. On a le scanner d'empreinte digitale à l'arrière, un petit peu, on va dire, à la HTC ou Huawei, pour en citer que deux. Très classique, l'APN ici et le double flash, double température de ce côté-là. À droite, on a tout ce qui est volume et bouton on-off, verrouillé, déverrouillé. De ce côté-là, l'insertion pour tout ce qui est micro SD et SIM. En haut, le jack 3.5 mm, c'est un micro secondaire à mon avis, ou bien peut-être un émetteur infrarouge, mais je suis pas vraiment sûr. En dessous, on a le micro USB et on a la sortie haut-parleur qui est juste d'un côté, qui est juste à droite. Donc là, comme on le voit ici, de ce côté-là. Et puis de face, on a bien sûr la sortie audio tout en haut, la caméra frontale, quelques capteurs, il y a une LED de notification. Et on a, si on s'approche un peu plus, on aura du mal à le voir peut-être, ils sont discrets. Les 3 boutons, on va dire sensibles en bas, avec le retour accueil, retour et multitâche. Et multitâche et retour peuvent être interchangés dans l'interface. C'est un produit que là je teste en gris, mais il est également disponible en doré. Parlons rapidement ergonomie. C'est un produit qui a un écran de 5 pouces, donc par définition, si vous voulez, c'est pas non plus bien compliqué de l'utiliser, notamment à une main. À deux mains, il n'y a aucun problème. Les boutons sont facilement accessibles. Le scanner d'empreinte digitale à l'arrière s'attrape directement avec l'index. Il n'y a aucun problème. Le seul élément que j'aimerais mentionner, c'est l'épaisseur des bordures. Avec un écran de 5 pouces, on devrait avoir une ergonomie qui est encore plus optimale. C'est utilisable, il n'y a aucun problème, mais avec des bordures plus fines, ce serait largement mieux. Vous les voyez ici, elles sont quand même assez costauds. Alors pourquoi elles sont costauds ? C'est
caractéristique des produits de style de gamme. Quand on est à ce type de tarif, autour des 100 euros, 150 euros grand max, eh ben, l'optimisation du design n'est pas forcément très très forte et ça se ressent du coup un petit peu dans l'ergonomie et dans l'optimisation. C'est pas dramatique, mais c'est un peu dommage. Parlons maintenant de l'écran. On est sur du 5 pouces HD, c'est de l'IPS. Alors, HD 5 pouces, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est à environ 293 ppi. Ça se voit si vous avez l'œil. Hein. Moi j'ai l'habitude, je le vois quand je regarde. Je trouve pas ça exceptionnel en termes de finesse, mais par rapport à la gamme, c'est pas non plus un scandale, je pense. Maintenant, effectivement, si vous êtes habitué à visualiser des écrans de produits haut de gamme, vous le verrez directement. Donc c'est pas forcément de toute façon un produit pour quelqu'un qui s'attend à acheter un produit haut de gamme, mais ça me semble assez logique. Alors, par contre, en termes de rendu, alors ça se voit pas forcément à la caméra, mais les noirs sont assez lumineux quand vous poussez la luminosité bien sûr de l'écran, donc ça les rend un petit peu gris. Les angles de vue, eh bien, je suis partagé entre vous dire qu'ils sont bons et très mauvais, c'est-à-dire que si vous le regardez dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Si vous les prenez sur le côté, là vous voyez pas très bien, mais tout est complètement déformé, ça tire vers le vert, vers le bleu, c'est vraiment pas très bon. Donc ça c'est à noter, c'est encore une fois un petit peu classique et caractéristique de ce genre de produit. Luminosité max en extérieur est pas mauvaise, c'est à dire que quand vous le poussez à fond vous verrez rien, là c'est normal, mais quand on le pousse à fond franchement ça marche assez bien. Et je vais la baisser sinon vous verrez rien, mais c'est pas mal. Du coup quand vous êtes en extérieur c'est bon. Après si vous êtes en mode automatique, mieux vaut peut-être ajuster à la mano quand vous êtes dehors pour vraiment bien voir l'écran. Au niveau des couleurs j'ai pas grand chose à dire, ça m'a semblé assez équilibré, j'ai pas relevé de température plus ou moins chaude ou froide. Voilà, ça a l'air relativement équilibré. Mais par contre, et ça à la caméra c'est faussé, ça paraît vachement mieux à la caméra, mais les couleurs sont un peu fades. Là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on est censé avoir, et dans les faits, à l'œil nu, en fait, ce bleu, il est un petit peu gris au rendu à l'œil, et c'est un petit peu dommage. Voilà, ça manque peut-être un poil de vivacité, on va dire. Niveau haut-parleur, comme je disais, vous avez un seul haut-parleur. En fait, c'est assez classique. Hein. Vous savez, les constructeurs aiment bien, d'un point de vue design, afficher deux entrées. Peut-être que d'ailleurs, c'est pour le micro principal. Je sais pas, il est peut-être planqué à gauche. Dans tous les cas, le son sort uniquement à droite au niveau du HP. C'est relativement propre, le volume n'est pas incroyable, mais ça sature pas, donc c'est pas si mal. Par contre, vous n'avez pas de profondeur, vous n'avez pas vraiment de basse, mais ça on va dire qu'encore une fois, c'est classique. J'ai testé également au casque en utilisant le jack qui est au-dessus. Le volume max est quand même vachement élevé, ça sature presque. Les basses par défaut sont un peu fortes, donc si vous avez la capacité d'avoir un égaliseur, ça serait pas mal. Et au global, le son manque un peu de richesse. Ça va dépendre bien sûr du matériel que vous utilisez, mais moi j'utilisais un casque assez bon et le rendu n'était pas non plus très profond, c'était pas très intéressant. Ok, si on passait aux fonctionnalités sur ce produit. Donc c'est un terminal qui tourne sur Android 7.0 Nougat avec une version de sa surcouche qui s'appelle NFUI, Nefos UI j'imagine, en version 7.0. Bon, je connais pas les précédentes versions de cette surcouche, je peux pas vous en parler, j'ai jamais testé de produit TP-Link, de produit Nefos, donc je parlerai comme un débutant, on va dire, en Nefos. Quoi qu'il en soit, sachez que quand je l'ai allumé pour la première fois, alors c'est un produit, je ne l'ai pas mentionné en début de test, mais c'est pas un produit qui date d'hier, c'est un produit qui date d'avant-hier. Il a été lancé plutôt l'année dernière. Moi, j'arrive un petit peu en retard. Mais c'est aussi parce que c'est un produit qui, à mon avis, est toujours d'actualité, notamment au regard de son tarif. Tout ça pour dire que quand je l'ai mis en place, j'ai eu deux mises à jour assez conséquentes qui ont mis un petit peu de temps à s'installer, à se télécharger. C'était deux grosses mages. Mais aujourd'hui, on a un produit qui est sur Android 7.0. Alors, à ce propos, j'ai fait un petit peu le tour sur Amazon. Alors, vous me direz, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression quand même que sur les terminaux de moins de 150 € ou autour de 100 €, on a beaucoup de produits qui sont encore sous des versions vraiment anciennes d'Android. Si vous regardez sur Amazon, je me retrouve parfois sur des produits sous Marshmallow, ce genre de truc, ça me paraît assez hallucinant, sous Lollipop. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que finalement pour un produit à 130 € d'être sous 7.0 c'est pas si mal. Mais dites-moi dans les commentaires si je me trompe et s'il y a d'autres propositions intéressantes. Bon, au final, qu'est-ce qu'on a dans cette surcouche ? C'est une surcouche qui n'est pas très présente, comme vous allez pouvoir le voir. On n'a pas de, ils ont choisi de ne pas mettre de menu des applications, donc on n'a pas de menu principal. Tout s'installe sur l'écran d'accueil. Et on a bien sûr un tiroir des notifications qui s'étend de cette manière-là,
avec les fonctionnalités un petit peu classiques hein, que vous connaissez. Bon, là on a un filtre de lumière bleue, la lampe torche, l'économiseur, l'économie d'énergie, ce genre de truc, et bien sûr des notifications qui s'affichent. Quand vous êtes directement sur l'accueil et que vous rabaissez comme ça, en fait ça baisse le tireur des notifications. Je pensais qu'il y aurait peut-être une recherche qui s'afficherait, c'est assez classique, mais non. L'interface n'a rien de spécial, hein, c'est-à-dire que vous avez les contacts ici, vous avez les appels récents. Quand vous composez un numéro, ça s'affiche de cette manière-là. Le multitâche ressemble à ça, classique. Et comme je vous disais, vous pouvez revenir en arrière en faisant droit ou bien l'inverser. Alors ça, je peux vous montrer ça très rapidement dans les paramètres. Dans les fonctions avancées, on a ici réglage des boutons, on peut mettre retour à droite ou retour à gauche. Là, vous avez la possibilité d'avoir des thèmes, donc c'est un fond d'écran et quelques icônes, c'est pas mal. Si vous regardez, vous voyez, les icônes changent ici, toc, voilà, des icônes un peu différentes. C'est vraiment un niveau de thème assez classique, assez basique, mais ça fonctionne. Un truc que j'aime bien sur ce produit aussi, et c'est l'absence d'applications, on va dire, promotionnelles installées. Là, c'est moi qui ai installé ces deux jeux pour tester le produit. Facebook, c'est moi qui l'ai installé, ce qui est assez exceptionnel parce que souvent, les constructeurs l'installent pour vous avec Twitter, avec d'autres choses, et vous n'avez pas forcément envie de l'avoir préinstallé sur votre terminal, donc ça, c'est vraiment pas mal. Cela étant dit, on a quand même une application préinstallée qui est assez sympa, qui s'appelle Smart WLAN. Là-dedans, vous pouvez partager votre mot de passe Wi-Fi avec un QR code. Vous pouvez lire des QR codes de cette façon. Voilà. Et vous pouvez également activer le mode WPS. Alors ça paraît con, mais je sais de base, je suis pas sûr que tous les smartphones proposent ce genre de truc. C'est-à-dire que quand vous activez le WPS sur un routeur, sur un modem, je sais pas toujours où est-ce que ça se passe pour dire je suis en attente d'un appui sur un bouton WPS. Et là, on l'a directement ici. C'est peut-être con, et peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais je sais que parfois, je galère à activer le WPS et à pas avoir à rentrer une clé hyper longue. Et puis là, vous avez un truc qui s'appelle extension réseau. Alors, si j'ai bien compris, ce que ça fait, c'est que ça capte le Wi-Fi, donc, parce que là, moi, j'ai même pas de carte SIM sur le terminal, et ça va tout simplement l'étendre en Wi-Fi. Ça fait une sorte de booster, on va dire, Wi-Fi. Et en effet, quand on lit la description du service, c'est bien ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une sorte comment dire, de fonction un peu héritée de TP-Link, même si tous les terminaux pourraient le proposer. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'étendre la portée du Wi-Fi en faisant une sorte de booster, de relais. Et c'est assez intéressant, je trouve. On va se promener un petit peu dans les paramètres. On a les fonctions liées au double SIM. Hein. Là, j'ai aucune carte SIM, donc forcément, j'ai rien. Consommation de données, plus de paramètres de connexion. On a un mode avion, VPN, etc. Partage de connexion qui est dissocié du mode que je viens de vous montrer. C'est pas la même chose. Et gestionnaire de notifs. Affichage, on a le filtre lumière bleue qui est là, bien sûr. Ça, c'est classique, on l'a partout. Rien de plus ici. Et puis ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir dans le stockage. Alors dans les faits, j'ai installé quelques applications, mais vous l'avez vu, j'ai juste installé PUBG sur mobile et un autre jeu. J'ai installé M22 avec aussi le module 3D là qui est un petit peu lourd, mais dans les faits, vous vous retrouvez avec environ 10 Go, voire un petit peu moins de mémoire disponible sur les 16 indiqués sur le papier. Parce que vous voyez, de toute façon dans ce système ici, vous avez 5,56 utilisés, et en plus quelques trucs qui sont préinstallés. Bon, c'est pas forcément dramatique, mais c'est vrai que sur si peu de mémoire sur le papier, on aurait bien aimé avoir un petit peu plus, 12, 13, je sais que c'est compliqué parce que le système est lourd, mais c'est vrai qu'aujourd'hui 16 Go sur un produit, c'est assez peu, et c'est d'ailleurs à mon avis pas assez. Là j'ai quasiment pas utilisé le produit, hein. Je veux dire j'ai quelques photos, 2 vidéos, et je suis déjà, il me reste juste 6 Go de mémoire sur le produit. Le temps d'installer quelques jeux, de mettre un peu de musique, c'est réglé. Donc ça m'ennuie un peu. C'est vrai qu'on peut mettre une micro SD, mais j'aimerais bien quand même que petit à petit on arrête de se dire que 16 Go sur un produit aujourd'hui c'est acceptable. Je suis désolé, ça l'est pas. Bon, après on peut relativiser en se disant que selon votre utilisation, vous n'aurez pas forcément cette restriction, cette problématique on va dire, et que si vous avez envie, vous pouvez toujours vous acheter une micro SD. Mais micro SD c'est un coût, même si c'est un film. Autant vous acheter peut-être un produit plus cher de base plutôt que de devoir acheter une micro SD. Bref, c'est un débat que je lance, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que 16 Go de base, sur le papier en plus, c'est pas assez. Sinon, absolument rien à voir, mais j'avais oublié d'en parler, il y a un truc intéressant, c'est que vous avez le double tap to wake, le double tap pour réveiller l'écran, et double tap pour rééteindre quand vous regardez par exemple juste vos notifs ou l'heure.
Encore une fois, ça c'est un grand classique, mais on le trouve pas forcément sur tous les produits de ce type de gamme, donc ça c'est pas mal. Et tant qu'on est dans l'histoire du déverrouillage, le déverrouillage par scanner d'empreinte digitale se passe plutôt pas mal, donc c'est à l'arrière ici. Le scanner d'empreinte digitale permet donc de déverrouiller de manière sécurisée le terminal. J'ai pas pu tester avec par exemple des applications de type banque pour voir si il était supporté nativement. C'est possible, mais dans tous les cas, il est réactif. Et ça c'est plutôt bien, il est quasiment aussi rapide qu'un scanner d'empreinte digitale sur un produit haut de gamme. Et ça c'est plutôt chouette. Pour continuer dans les petites applications rajoutées par TP-Link, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a aussi la duplication d'applications. Alors ça permet de faire quoi? Moi j'imagine que vous comprenez, hein, c'est d'avoir par exemple deux Facebook avec deux logins différents, puisque Facebook permet pas le multi-account nativement. Alors c'est intéressant, et c'est vraiment bien de le proposer, il y a plein d'autres constructeurs qui le font, et c'est bien de l'avoir ici. Par contre, comme vous pouvez le voir là, il a détecté que Facebook, bien sûr, puisque j'ai installé Facebook. En fait, à la base, la liste est vide. J'ai installé Facebook en me disant forcément c'est une des apps qui est compatible. Donc toutes les applications ne sont pas compatibles. À mon avis, c'est du réseau social, c'est ce genre de choses. Par contre, là, on voit bien que on n'a rien d'autre sur le produit qui a été détecté comme étant compatible avec ça. C'est pas dramatique parce que c'est vrai que généralement la duplication d'applications est intéressante sur des applications sociales. À voir. On se pose la question de si ce serait pas sympa aussi de pouvoir le faire sur d'autres. Je sais qu'il y en a qui le font. On continue et on passe dans l'APN. Alors, pour l'APN, vous avez des filtres qui s'affichent de cette façon-là. Vous repassez au mode photo comme ça. Et là, vous avez les différents modes. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a un que vous voyez qui est assez chouette. C'est le mode professionnel. Et c'est toujours bien de l'avoir sur un produit de ce type de gamme. Qu'est-ce qui nous permet de faire? Je pense que vous le savez, hein, c'est de définir notamment le focus à la mano, donc avec ce genre de choses, l'exposition, la balance des blancs, etc. etc. les ISO également. Plutôt pas mal, c'est ce genre de réglage qu'on ne s'attend pas forcément à avoir sur un produit de ce type de gamme, donc ça me plaît bien. Et si on va ici, on se retrouve dans les paramètres. On n'a pas vraiment de réglage directement de la définition, à part si je l'ai loupé, mais ça, vous pouvez l'ajuster classiquement d'ailleurs, je vais me remettre comme ça, en ajustant le ratio, puisque forcément quand vous changez le ratio, vous changez aussi la définition. Mais si vous voulez la meilleure définition, généralement, il faut rester sur du 4 tiers. Après, si vous avez envie, vous pouvez passer sur du 1.1 ou du 16.9, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça va être ça, pour occuper vraiment tout l'écran lors de la capture, mais c'est pas nécessaire. Et sur le côté ici, on a bien sûr le mode autoportrait. Salut. On a également un mode comme ça, on va dire portrait avec beauté, donc ça vous connaissez, hein. Ça permet d'avoir un filtre, ça lisse la peau. Je suis pas fan de ce genre de choses, j'en parle à chaque fois, j'aime pas, mais c'est là, donc à voir si vous l'utilisez ou pas, vous n'êtes pas obligé. Un mode HDR qui est juste là, et le flash automatique ou non. Après vous avez le mode vidéo, vous pouvez filmer directement en appuyant là et puis ici, vous pouvez changer la définition ici pour le coup. Donc là vous passez de 480p à 1080 et c'est du 3GP en sortie même pour le 1080, ce que j'ai trouvé un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Et puis là justement du flash qui est ici, et si on descend, j'ai pas vu ce qu'on avait ici. Oui non c'est tout en fait, on retrouve ces modes là, le timelapse, ralenti, panorama, etc. Et vous inquiétez pas, classiquement je parlerai de la qualité vidéo et photo juste après. On va parler maintenant performance. Donc dans l'interface, vous l'avez vu tout au long de ce test, c'est pas dégueulasse, ça tourne assez bien, les applications se lancent rapidement, ça s'utilise bien. Dans Antutu, dans sa version 7.07, on est à 53 520, donc voilà, c'est pas élevé, c'est classique. J'ai essayé d'afficher le classement, mais il refuse de le faire. Je sais pas pourquoi, à chaque fois il déconne pour faire ça. Quoi qu'il en soit, je vois à peu près les scores qu'on a en ce moment, et bien sûr, on est en bas, on est tout en bas, c'est pas dramatique, puisque, encore une fois, c'est un produit qui est destiné aux personnes qui cherchent avant tout un produit qui fonctionne peut-être dans des applications légères. C'est pour ça que j'ai souhaité quand même tester PUBG sur mobile, pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, on est en settings plutôt low. Vous voyez, là, c'est dans le lobby. Alors, le lobby, c'est toujours un peu la merde. Mais je trouve que voilà, ça tourne assez bien. J'ai testé pareil tout à l'heure en jeu, vraiment, hein, parce que là, je vais pas le lancer, mais j'ai testé en jeu. Et oui, j'ai pu tuer quelqu'un, mais c'est vrai que c'est un peu galère, c'est pas vraiment optimisé pour, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est certain, c'est sur des jeux un petit peu plus légers, vous aurez aucun problème.
J'avais testé un jeu au hasard un petit peu plus léger, et il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Bon, et si on passait à l'autonomie? Alors sur ce produit, vous avez une batterie de 2550 mAh, ce qui est pas si mal pour un écran de 5 pouces HD, et pour le chipset qu'il y a dedans. Maintenant, malheureusement, c'est un des points un petit peu faibles sur ce produit. C'est le point, on va dire, qui fâche. C'est-à-dire que avec ce terminal, de ce que j'ai pu tester, vous avez rarement plus d'une journée en autonomie, même si vous l'utilisez pas comme une brute. Si vous l'utilisez vraiment beaucoup, vous passerez pas la journée. Et c'est ce que j'ai constaté moi à l'utilisation. Alors, comme d'habitude, quand je teste un produit et que j'ai envie de vérifier l'autonomie, je regarde aussi ce que disent les autres. Et j'ai lu 2-3 tests où en effet, ils avaient fait le même constat, à savoir, c'est pas une des forces du produit. Et si vous dépassez la journée, ce sera relativement exceptionnel. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, je pense qu'une journée en moyenne, ça va le faire. Par contre, si vous jouez régulièrement, vous serez un petit peu perdu. Là, pour info, il me reste 54%. Et c'est un terminal que j'ai chargé à 100% il y a quelques heures, juste avant de commencer à vraiment le tester, l'utiliser. Et il a perdu 50% en quelques heures en étant utilisé. Et ça, voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est vraiment un des points vraiment négatifs sur ce terminal, c'est l'autonomie. Bon alors, on va maintenant parler qualité photo et vidéo. Sur le site de Nefos, il y a un élément qui est un peu mis en avant, c'est le fait que le focus se fait de manière rapide. Sur ce produit, en effet, quand vous capturez un cliché, le focus est rapide, essentiellement quand la lumière est bonne. Focus rapide, ça signifie pas forcément que l'image sera nette. Et ça, c'est la deuxième partie, et c'est en fait finalement le plus important, c'est le résultat, pas forcément le fait d'être rapide. Alors 2 jours, c'est plutôt bon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de lumière, la netteté est pas mauvaise, mais dès lors qu'on commence à baisser un tout petit peu de luminosité, eh bien ça devient pas catastrophique, mais presque. Là typiquement, j'ai une photo, vous le voyez pas très bien à la caméra, qui est pas nette. Pourtant, on a une belle lumière, on était en plein jour, il y a les fenêtres juste à côté qui est ouverte, et ça devrait pas être comme ça. C'est pareil pour ce genre de cliché. C'est pas franchement net. Et puis dès lors qu'il manque un petit peu de lumière, eh bien là tout d'un coup on n'arrive plus vraiment à retrouver la netteté. Là c'est une photo classique que je fais de ma souris juste à côté, juste pour voir un peu comment ça se passe. Il fait pas sombre, hein, il fait plein jour, mais le rendu est vraiment pas terrible en termes de netteté. Alors au-delà de la netteté, parce que c'est pas le point on va dire central, mais c'est quand même important. Ça va être au niveau des couleurs. Là ici c'est particulier parce que vous avez le rendu de l'écran plus le filtre de la caméra. Mais moi ce que j'ai vu en téléchargeant mes photos sur mon ordinateur avec un écran à peu près calibré, c'est que le rendu des photos est un peu fade. Ça manque de contraste, les couleurs sont pas assez vives, mais c'est même pas tant de la vivacité à proprement parler, c'est vraiment le fait d'être réaliste et proche de la réalité. Et ensuite, quand il manque totalement de lumière, forcément c'est pas terrible. J'ai pas activé le flash, là ça devrait être plutôt recommandé, mais le focus se fait difficilement et vous avez un rendu qui est assez peu lisible et assez peu net. Après bien sûr il peut y avoir des exceptions, j'ai pas capturé 50 clichés de nuit, mais voilà, globalement, c'est pas forcément exceptionnel. En ce qui concerne la vidéo, c'est le même constat qu'en photo. Quand il y a de la lumière forte, ça va à peu près. Même si les couleurs sont un peu tristes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le focus devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on a moins de lumière. Hein. C'est vraiment le même constat qu'en photo. Il y a un autre truc que je vais pas pouvoir vous montrer là, mais c'est que le retour au focus est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que vous avez un focus sur quelque chose, vous visez vers un autre élément et le focus se fait pas et il se fait au bout de quelques secondes alors que supposément il est censé faire le focus rapidement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Après vous pouvez toucher l'écran du doigt pour faire un focus manuel. Vous pouvez contrebalancer ce défaut. Bon, on en a fini pour ce test du TP-Link Nefos X1 Lite. Je vais vous résumer les points positifs et les points négatifs rapidement. Bon, pour commencer, vous l'avez vu, on a une interface qui est plutôt propre. Une surcouche qui est assez clean, qui est proche du stock, mais en étant un peu améliorée ou ajustée, hein, avec des thèmes, avec des fonctions rajoutées, mais pas d'application dégueulasse commerciale, on va dire, installée, et ça c'est plutôt chouette. On a quelques fonctionnalités en plus, comme l'application de gestion WLAN, comme la duplication de contenu, toutes ces choses-là. C'est intéressant. On a un petit prix, 130 €, c'est pas grand chose
par rapport aux spécifications. Bien sûr, c'est pas des specs incroyables, mais je pense que voilà, c'est une des forces de ce produit, c'est son tarif. Et bien sûr, comme c'est un produit de 5 pouces, on a une bonne ergonomie. Elle est perfectible, mais elle reste bonne. Au niveau des points négatifs, je l'ai mentionné, on a son autonomie, difficilement plus d'une journée, voire moins, et ça c'est problématique. La mémoire interne de base qui est pas assez élevée, je trouve ça gênant aussi parce que ça nécessite d'acheter une micro SD. La qualité photo et vidéo qui est pas forcément au rendez-vous. Alors vous allez pouvoir sortir des clichés qui sont pas horribles, mais si vous êtes un peu exigeant, ça va pas être terrible, notamment de nuit, et mon problème principal c'est la netteté. Si vous avez un cliché avec des couleurs, on va dire décentes, mais qu'il est flou, ça vaut 0. Et ça, c'est dommage. Et puis ça, c'est pour chipoter, parce que j'aime bien chipoter, mais moi, je trouve que ce design, il est vraiment trop classique. Tous les produits des catalogues des Chinois, ils ressemblent à ça, et ça m'ennuie. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit effort par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'innovations possibles, mais il s'agit de regarder un peu ce que font les marques un peu haut de gamme, et essayer de se baser peut-être là-dessus, et ce genre de choses, encore une fois, on le voit partout. Donc voilà, moi je trouve qu'il manque de personnalité ce terminal. Après, dans les points qui sont un peu entre deux et qui sont pas forcément négatifs, c'est l'écran. L'écran, il est fidèle à sa gamme, c'est-à-dire que la finesse n'est pas exceptionnelle, mais reste tolérable. Les angles de vue sont pas très bons, mais c'est pas forcément un problème pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est pas si mal. Le haut-parleur est pas dégueulasse, la qualité du son est pas mauvaise en tant que telle, et les performances également sont pas dégueulasses. Vous pouvez faire tourner des jeux assez costauds, ce sera dans des conditions un peu plus compliquées, mais ça peut tourner à peu près. Et puis surtout dans l'interface, il est efficace. Voilà, c'est à peu près tout pour mon test du Nefos X1 Lite. C'est un produit qui a resitué dans sa gamme, hein. Vraiment c'est un produit à 130 €, c'est pas très cher, donc forcément il a les défauts d'un produit pas cher. Il a quelques avantages qui sont plutôt sympas, notamment au niveau des fonctionnalités, et ça je pense que on va dire c'est sa force. Et sa plus grosse faiblesse, et c'est dommage, c'est son autonomie. Alors encore une fois, tout va dépendre de l'utilisation que vous en aurez, si vous êtes intéressé par ce produit. Mais en effet, si vous voulez regarder des vidéos, faire de la photo et jouer à des jeux, vous passerez rarement la journée, et ça c'est quand même dommage. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez ce produit et que vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Et puis si vous ne l'avez pas et que vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas. Je remercie bien sûr TP-Link pour avoir sponsorisé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.